Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je m'appelle Alban Mas, je suis chef d'entreprise et chaque mois, nous partons à la rencontre d'un invité qui a décidé de changer de métier. 42 minutes, c'est juste assez de temps pour découvrir son histoire, comprendre sa nouvelle vie et apporter sans aucun tabou des conseils à tous ceux qui cherchent leur voie. Et voilà, c'est déjà le deuxième épisode de 42 minutes. J'espère que vous vous êtes abonnés au podcast. Dans cet épisode, on triche un peu parce qu'on n'arrive pas à 42 minutes, mais à 45 en tout. Tout simplement parce que j'ai pas réussi à couper plus que ça, tellement ce qu'Antoine nous raconte est passionnant. Antoine, dans les grandes lignes, il est passé du métier de consultant en stratégie au métier de comédien. Je vous en dis pas plus, son histoire est passionnante et elle démarre maintenant. Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Salut, ouais, ça va super. On aurait bien aimé faire ça autour d'une bière, mais on est derrière notre écran. Ouais, 2.0. Exactement. Donc Antoine, toi, tu vas nous raconter comment tu es passé de consultant en biotech, si je dis pas de bêtises, Ouais, à acteur sur les planches à Paris. ouais, Comédien, pardon. c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu faisais avant ? Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique, même dans mon ancienne vie qui était le conseil. Je bossais dans le conseil en stratégie. J'ai un parcours un peu universitaire parce que j'ai fait de longues études à la fac. J'ai un doctorat en biochimie que j'ai fait à l'université de Cambridge en Angleterre, que j'ai fini en 2010. Déjà à ce moment-là, il y avait une envie de reconversion parce que j'avais pas envie de rester dans la recherche, même si j'aimais beaucoup ce que je faisais. J'aimais beaucoup la biologie et la biochimie. Mais je suis rentré en France à ce moment-là en me disant je vais faire autre chose, mais je savais pas trop quoi. J'ai erré un peu et j'ai fait ce qu'on appelle un MBA. Parce que arrivé en France, j'arrivais pas à trouver d'autre boulot que chercheur ou professeur, et du coup j'ai fait un MBA dans une école qui s'appelle le Collège des ingénieurs, qui est assez sélective, et j'ai été pris à ma plus grande surprise. Et donc j'ai fait ça pendant un an, un peu plus d'un an, et à ce moment-là, je suis sorti du MBA, je suis rentré dans une boîte de conseil. J'ai du conseil en stratégie dans le secteur de la pharmacie et les biotech. Est-ce que tu peux nous raconter déjà un peu rapidement à quoi ressemblait ta vie quand tu étais consultant en stratégie ? Parce que c'est déjà pas très connu comme boulot. C'était un travail de consultant en stratégie, donc assez chronophage, c'est-à-dire des longues journées avec beaucoup de missions, avec différents clients dans le secteur de la pharmacie. Donc c'était développer la stratégie d'entrée de marché d'une molécule ou la stratégie de la boîte dans sa globalité sur les X prochaines années. Ça pouvait être aussi le bilan ou l'étude de marché ou l'impact de cette molécule depuis son entrée sur le marché. Enfin tout un tas de missions pas très excitante, surtout que je sortais d'une formation assez académique et qui allait dans le détail des choses. Là, on était sur quelque chose un peu plus à la surface. Je gagnais plutôt bien ma vie, enfin rapporté au taux horaire en fait pas très bien, mais je gagnais bien ma vie quoi. J'étais à quasiment 3 000 € par mois. Voilà, j'avais assez peu de vacances. Enfin, je travaillais beaucoup. Je commençais à 8h30, 9h. Je pouvais finir à minuit, je finissais minimum à 21h. Sinon, je pouvais finir à 23h, minuit, selon les demandes du client. Et voilà. Tes clients, c'était quel genre de boîte en général ? Des labos ? Il y avait de tout. Il y avait des petites biotech, donc ça allait de la start-up, enfin un peu au-delà de la start-up à les boîtes du CAC 40, donc Sanofi, les grandes boîtes pharma, Sanofi, Pfizer, enfin tous ces grands-là quoi. Donc c'était mes clients. Et moi du fait de mon doctorat et de mon MBA, je suis arrivé un peu plus senior que les consultants de base. Même si j'ai passé des entretiens avec les gens qui sortaient d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingé. Tu sais que pour la petite histoire, moi j'avais postulé dans cette boîte il y a longtemps. Ah ouais. J'avais pas réussi à rentrer, ouais. Ouais, mais t'as rien loupé. C'est une très belle boîte. J'ai passé un peu plus d'un an. C'était très bien, mais ça se la joue un peu jeune, alors qu'en fait c'est une boîte de conseil un peu plus classique, quoi. Ton quotidien à ce moment-là, c'était pas mal de taf ? Ouais, c'était beaucoup de boulot avec plusieurs missions en même temps. Donc c'est des journées qui sont bien chargées. Alors là, l'avantage du conseil, c'est que les missions ne se ressemblent pas, les clients non plus. Donc en fait, on fait pas mal de choses. En un an, je dois dire que j'ai balayé un spectre du domaine de la pharma qui est assez large. C'est l'avantage de ce métier-là, je pense. Le gros inconvénient, c'est qu'on tire un peu sur les machines, à mes yeux. Et puis en fait, ce qui me déplaisait aussi, c'était le fait qu'on n'aille pas dans le détail. On nous vend comme experts
d'un domaine, alors que je savais ce que c'était être expert puisque j'avais fait une thèse dans un domaine bien précis. Et là, j'étais le seul à bosser dans ce truc-là dans le monde. Et là, c'était en fait, je vendais aux clients une sorte d'expertise que j'avais pas vraiment, quoi. Enfin, si je suis tout à fait honnête. Mais je pense que les gens le savent sur le conseil, c'est pas. La suite, c'est quoi? Enfin, il n'y a pas eu tellement de déclencheurs pour toi? Les bureaux étaient sympas, ils étaient dans le 16e, donc on était un peu en dehors de tous les gros cabinets qui sont à la Défense, dans ces lieux où on est tous empaquetés dans le métro. Enfin, c'est un peu la galère le matin, donc ça, c'était assez agréable. Parce qu'en fait, quand je faisais mon MBA, l'une des particularités de ce MBA, c'est qu'on est en alternance dans une boîte, c'est ce qui nous paye d'ailleurs la formation. On fait une mission de conseil pour une boîte. Et moi, j'avais choisi de faire ça dans quelque chose de complètement différent de ce que j'avais fait, donc différent de la biologie. J'avais fait de l'ESS2I. C'était pas un choix très judicieux parce que c'est très particulier, la SS2I. Et là, pour le coup, j'étais à la Défense. Donc, j'ai vécu 1 an à faire des trajets réguliers à la Défense avec, et là, ça m'avait choqué. Je me souviens très, très bien du premier jour de boulot, de rentrer dans le métro et à me dire, genre, on est tous habillés pareil. Quand on sort sur le parvis de la Défense, on prend tous le même chemin. Il y avait une sorte de, chacun part dans les tours, ça fait une sorte de fourmilière. C'est très particulier. Et ça m'avait vraiment marqué. J'étais rentré à la maison et j'avais dit à ma compagne, voilà, c'est très violent. Et donc du coup, quand je suis rentré chez Alcimed, je dois dire que ça, c'était, j'étais plus à la Défense, donc ça m'allait bien. Sauf que quand même, les heures de boulot me pesaient. J'étais pas très heureux dans ce que je faisais. Et j'avais commencé un peu en secret à faire des cours du soir de théâtre. T'avais aucune intention derrière à ce moment-là? Pro, je veux dire? Si. Alors si je suis tout à fait honnête avec toi et avec les auditeurs, c'est que en fait, si la démarche elle est un peu perverse, c'est que je pense que j'ai choisi ce métier-là pour me justifier le choix que j'allais faire plus tard, en sachant très bien que j'allais pas aimer. C'est un peu tordu, mais je crois que c'est la réponse honnête. Parce que j'avais une envie de théâtre depuis très longtemps. Quand je suis rentré en France en revenant d'Angleterre, j'ai pris des cours du soir sans le dire à personne. Parce que je voulais pas me mettre la pression, et j'ai goûté et ça m'a beaucoup plu, donc je faisais ça 2 fois par semaine les soirs, quoi. Et une fois que j'ai fait mon MBA, je me suis dit, alors attends, je peux pas dire aux gens que je vais aller faire du théâtre, ce serait quand même un peu abusé. Je vais me lancer, je vais accepter un boulot où je sais que je vais pas aimer. Comme ça me permettait de justifier, de dire genre j'ai fait le truc, ça me plaît pas, donc je peux faire ce qui me plaît vraiment. C'est bizarre, mais ouais, je pense non, bah autrement dit, t'osais pas te lancer, quoi. J'osais pas me lancer, ouais. J'ai pas pris le jouet, j'ai pas fait ça de façon brutale, à me dire allez, j'emmerde tout le monde, j'emmerde les 10 ans d'études que j'ai fait, je me lance dans le théâtre. J'ai pris une voie un peu, ouais. Et puis je fonctionne comme ça, moi. J'ai l'impression que j'ai besoin d'aller au bout d'un truc où ça me plaît pas pour dire allez, maintenant c'est sûr que je sais pas ce que j'ai envie de faire. Donc faisons un truc que je pense qui va me plaire. Mais tu sais, ça me fait penser, du coup je fais un petit aparté, le fait de pas être au top dans son job, ça c'est aussi salutaire dans une certaine mesure, je trouve, moi. Parce que déjà... Moi, c'était mon point de départ, je pense. Ouais, moi je trouve que déjà ça te permet de mûrir et te donner toute l'énergie qu'il faudra derrière quand il t'en faudra de l'énergie, et de te souvenir de pourquoi t'as fait ça, à quel point t'étais content de te barrer. Ouais. Et faut quand même pas non plus oublier que c'est ce qui te fait vivre, quoi, pendant une certaine durée, je trouve, et c'est pas dégueu non plus, ça. Ouais, mais moi il y avait quand même une démarche un peu sadomaso, quoi. C'est me dire genre je vais aller dans le dur pour pouvoir justifier mon choix. Ouais. Je le disais pas à l'époque, mais je crois que maintenant, avec un peu de recul, c'est vrai, parce que j'étais le premier à me dire le conseil c'est surtout pas, et puis en fait, j'ai fait 2 ans, quoi, quasi. Ouais. Donc du coup, tu te retrouves dans tes cours du soir, ouais, en secret total, personne n'est au courant à part ta copine. Ouais, c'est ça. Et là, en fait, j'y vais en me disant, de toute façon, ça me plaît pas. Au bout de 2 mois de conseils, je savais que ça me plaisait pas. Et je me suis dit, de toute façon, je vais pas valider ma période d'essai. Sauf que la chose un peu perverse, c'est quand on y met c'est pas qu'on y met peu de cœur, mais qu'on y va un peu en ayant rien à foutre, c'est là que ça marche. Et donc du coup mes managers étaient très satisfaits de moi parce que j'y allais assez léger, et en fait donc je me suis fait prendre par mon propre jeu, donc j'ai validé ma période d'essai, donc j'étais un peu déçu.
Et là, je me suis dit, merde, je me fais pas virer à la fin de ma période d'essai, ça aurait été le bon prétexte. Et donc là, je me dis, merde, je suis embarqué dans ce truc-là. Au bout de, donc c'était la période d'essai, c'était quoi, 4-5 mois, je crois. Et au bout du 8e mois, je crois, je me dis genre, non mais là, je me mens à moi-même, c'est pas possible, quoi. Et là, ça a été vraiment un processus, en y repensant, très bizarre. L'annonce à mes managers, ça a été assez bizarre, mais hyper réjouissant. Concrètement, en gros, tu fais des cours du soir pendant 2 ans. 2 ans, quand même. Ouais. Et tu sens le truc monter d'un côté, descendre de l'autre, j'imagine? Ouais. Mais en fait, depuis le début, je savais que je voulais faire du théâtre, sauf que j'avais pas l'excuse de me lancer. Donc, et puis à un moment donné, je me suis dit, faut que je le fasse. Et puis, il y a eu un élément déclencheur, c'est que j'ai eu vent de quelqu'un que je connais pas, mais qui est une connaissance de connaissance. Ça paraît stupide, mais ça m'a un peu marqué. Un mec qui avait 40 ans, 2 enfants, et qui s'est pendu. Et je me suis dit, enfin, au lieu de dire genre, waouh, merde, je me suis dit, merde, c'est horrible. Je le connaissais pas, hein, cette personne, mais je me suis dit, il faut peut-être faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, quoi. Parce que si on est malheureux, au bout de 6 mois, je me voyais rentrer dans un train-train, elle était un peu aigrie, je me voyais le matin, le visage fermé, je me voyais dans le métro fermé, je me dis, si ça continue comme ça, je peux gagner bien ma vie, mais je vais pas être heureux. Et bon, est-ce que ça peut amener à des décisions dramatiques? Peut-être. Et donc, à ce moment-là, il y a eu un peu un déclic à me dire genre, merde, je vais tenter le coup. Et là, ça s'est fait très rapidement. Je l'ai annoncé à ma compagne, je l'ai annoncé à mes parents, à mes copains, et là, ça a été un oui unanime, quoi. Genre, vas-y, mais grave, fonce. Mon père m'a dit, mais bien sûr. Alors que je m'attendais à ce qu'ils me disent, attends, mais t'as fait tant d'études, t'as un bon salaire, machin. Il m'a dit non, mais c'est sûr qu'il faut que tu le fasses. Donc là, j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai eu l'aval de mes proches. Et là, ça allait très rapidement. J'ai posé, en fait, je me suis dit, mon père m'avait dit, genre, c'est bien sur ton CV, si après ça marche pas, que t'aies fait au moins 1 an dans la boîte. Du coup, j'ai attendu les 3 mois de préavis pour que ma date anniversaire du préavis fasse 1 an, quoi. Donc j'ai suivi son conseil. Et donc du coup, le 1er juin, je crois que c'était ça, le 1er juin 2013, il me semble, j'ai posé ma dème. Tu penses que si ton entourage t'avait dit fais gaffe, t'as ta situation et tout, t'aurais passé le pas? Ouais, c'est toujours positif, c'est toujours un plus d'avoir le soutien de ses proches, mais je l'aurais fait, ouais, la décision était prise. Ouais. Tu t'étais autorisé le truc en fait. J'avais écrit ma lettre de démission, c'était le choix était fait après bizarrement le plus dur ça a été de l'annoncer à mes managers. C'est bizarre, hein. Ouais. En général, c'est pas ça. Je l'ai vraiment senti comme un coming out parce que on a peur de se lancer, surtout dans ces métiers-là un peu artistiques, je pense. Les gens disent mais attends, mais qu'est-ce que tu fais, t'es un fou, un côté un peu genre t'es un déluré, quoi. Et donc quand je l'ai annoncé et bizarrement là en fait pareil la réaction a été hyper positive. Enfin, hyper positive à l'annonce, on m'a dit genre c'est génial, genre j'aurais jamais le cran de faire ce genre de décision, c'est super, fonce, super. Puis après quand il a été question de négocier ma rupture conventionnelle, là ils étaient beaucoup moins partants. Ça, c'est marrant. Donc en gros, pendant 2 ans, ça mûrit, et il y a un jour où tu te dis cette fois d'une manière ou d'une autre, je vais faire ça. Ouais. T'avais un plan? Ouais, donc j'avais mis de l'argent de côté en me disant ça me laisse 1 an et demi si jamais j'ai pas de chômage, si j'ai pas de rupture conventionnelle, parce que je savais quand même la boîte c'était pas dans leur habitude de donner des ruptures conventionnelles. Du coup je m'étais un peu préparé et je m'étais dit je me laisse un petit coussin de sécurité pour pouvoir payer le loyer, quoi. Et donc j'avais mis de l'argent de côté pour pouvoir vivre 1 an et demi. Voilà, donc ça, j'avais préparé. Mais je m'étais quand même dit, genre, je vais essayer d'avoir la rupture conventionnelle quand même. Ouais. Mais je l'ai pas eu. Faut s'y préparer, ça. Je dois dire que d'avoir prévu de mettre de l'argent de côté pour me dire, genre, je me donne tant de temps pour essayer, c'était assez nécessaire. Puis après, j'ai eu la chance d'obtenir finalement mon chômage. Et ça, on pourra en parler plus tard si tu veux. Ça a été un processus un peu compliqué, ouais. Mais j'étais un peu déçu et un peu énervé du fait qu'ils me donnent pas ma rupture conventionnelle, parce que je leur coûtais pas très cher quand même. Ouais. Tu vois, je trouve que c'est pas pour jeter des fleurs, mais c'est courageux de te lancer.
Enfin, pour ceux qui nous écoutent, Antoine, en fait, je le connaissais déjà avant ce soir, et le jour où tu nous as dit que t'allais faire ça, y a pas grand monde qui ose passer le pas, faire le pas sans avoir de rupture. En fait, il y a même personne. C'est souvent, je fais ça parce que c'est bon, j'ai 2 ans devant moi, quoi. Ouais. Là, je les avais pas du tout, ouais. Enfin, je les avais pas du tout. J'avais mis de l'argent de côté, mais c'était mon capital, quoi. J'ai rogné sur mon capital. Et finalement, j'ai un peu perdu d'argent, mais à la fin, je les ai récupérés. Donc, ça se finit bien, mais effectivement, j'ai pris un risque, mais en fait, ça en devenait vital, hein. Et pourtant, je suis vraiment d'une nature, qui est pas du tout, qui prend pas du tout de risque. C'est ce qui est très bizarre, c'est que les gens sont surpris de mon geste, alors que je suis d'une nature inverse. Je prends pas du tout de risques, je suis très précautionneux, je déteste les choses, et là, sur ce coup-là, ça me paraissait évident. Bizarre, hein. Hyper intéressant. Ouais. Donc, du coup, je te pose pas la question comment t'as financé ton shift, parce qu'en fait, t'avais pas de backup à ce moment-là, à part tes réserves perso, quoi. Ouais. Et en fait, après, je me suis battu. C'est-à-dire que, donc, j'ai essayé de négocier avec les RH, ils ont pas voulu. Et je me souviendrai toujours cette discussion avec le RH qui me dit non, mais il y a 2 solutions. C'est soit tu restes, soit tu pars sans rien. Et là, je lui avais regardé droit dans les yeux. Je dis non, il y a une 3e solution. C'est que je viens au boulot, mais je bosse plus. Et là, je vous coûte beaucoup d'argent. Tu vois, ça m'avait vraiment, vraiment énervé, ça. Je m'étais dit, genre, c'est vraiment me prendre pour un idiot, et c'est pas bien de dire ça. Mais je suis pas rentré là-dedans parce que j'avais pas envie, on me l'avait déconseillé. Et puis, je pense que il faut avoir un caractère, parce qu'après, on rentre dans une relation conflictuelle, et je pense que il faut le souhaiter à personne, même si c'est pour gagner. Et puis, en fait, ça s'est bien terminé. Donc voilà, je suis content de pas l'avoir fait. Et après, ça a été un peu une bataille, parce qu'après, c'est se battre avec Pôle emploi. C'est que là, on est à la merci d'une commission, c'est-à-dire que, donc, quand on part, et qu'on n'a pas de rupture conventionnelle, on n'a pas de chômage, mais on peut retenter sa chance après 3 mois. C'est-à-dire qu'après 3 mois d'inactivité ou 3 mois d'activité, on peut avoir ses droits de façon rétroactive. Alors moi, j'avais pas d'activité puisque je me lançais dans le théâtre, et donc j'avais pas de boulot. Par contre, on peut, après 3 mois de non-activité, dire genre voilà, pendant ces 3 mois, j'ai cherché du boulot, s'il vous plaît, donnez-moi mon chômage qui m'est dû. Mais ça, on est à la merci d'une commission. Donc c'est très, très incertain. Donc moi, j'ai fait des mails, j'avais constitué des dossiers avec tous les mails que j'avais envoyés à des agences de pub, tous les castings que j'avais fait, et je l'ai envoyé. J'ai eu la chance, j'avais à l'époque une conseillère qui était vachement bien, qui m'a vachement aidé. Donc ça, Pôle emploi, super. Et j'ai réussi à avoir mon chômage. Et donc rétroactivement, j'ai reçu le chômage. Donc ça, c'était cool. Ok. Et ça a pris quasiment 1 an, ça. Et donc là, tu te retrouves avec du temps. Ouais. C'est ça le truc, en fait. Ouais. T'es libre, quoi. Ouais. Alors, je m'étais déjà inscrit à un cours de théâtre. Ok. Bon. Avant même d'avoir la fin de ma période des 3 mois de préavis, quoi, j'avais passé des auditions pour rentrer dans un cours à Paris. Donc, je commençais des cours le jour où ma démission était active, quoi. Donc, t'as fait des cours du soir pendant 2 ans, puis un cours à Paris. Ouais, et là, c'était des cours journaliers, où je faisais ça pendant 1 an, tout le temps, quoi. À temps plein. À temps plein, ouais. C'était quoi le cours ? Le cours s'appelle Le Foyer. Alors, les cours du soir que je faisais, c'était les cours Jean-Laurent Cochet, qui est un cours un peu connu à Paris. Quand j'ai décidé de me dire, genre, je vais me lancer, je vais faire des cours tous les jours, quoi, j'ai changé de cours, qui était en fait un cours qui a été monté par des anciens profs du cours Cochet, et qui s'appelle Le Foyer, que je recommande. Un super cours. Ok. Le théâtre. Pendant 1 an, t'es étudiant. Ouais. Et là, tu sais déjà un peu comment ça va... Enfin, en gros, tu sais déjà dire un peu... vers quel boulot ça t'oriente, tu vois, parce qu'il n'y a pas que l'acteur théâtre, quoi. Enfin, je connais pas tout, et je connais même plus de rien. Ouais. À quel moment tu dessines un peu ce que tu feras après ? Alors, pendant les 3 mois de préavis, puis même un petit peu avant, j'avais pris la décision, j'ai rencontré des gens qu'on m'avait conseillé de rencontrer, des comédiens, ou des gens qui prenaient des cours de théâtre et tout. Et je les avais rencontrés, j'avais parlé avec un de mes profs du cours Cochet, donc le cours que je faisais, les cours du soir. Et là, on m'avait dit, un des premiers trucs que tu peux faire très concrètement, c'est fais des photos, fais un book photo. Et puis là, prends-toi 2 jours et tu t'inscris sur toutes les agences de pub. Et ça, je l'ai fait, en fait. J'ai fait mes photos, je me suis inscrit sur toutes les agences de pub. Et voilà, avant même de commencer les cours du foyer, là, où je faisais ça tous les jours, j'ai envoyé tout ça. T'as fait, attends, je t'arrête là, mais les photos, tu les fais, tu sors ton iPhone, tu fais des selfies ou? Non. Alors, la petite histoire qui est assez drôle, quand même, c'est que mes photos ont été payées par le CE de mon cabinet de conseil. C'est une belle ironie, ça. Voilà. Ouais, c'est finalement, j'ai réussi à convertir un truc. Je me dis, ils ont pas voulu me donner ma rupture conventionnelle, mais ils vont me payer mes photos. Parce que dans le CE, il y avait un truc genre, faites vos photos de bébé, de famille, je sais pas trop quoi. Et moi, j'ai dit, ok, je vais prendre ça. Et j'ai réussi à me les faire payer par mon CE. Pour me faire mon book, en fait. Donc, t'as un book pro sous le bras et t'es étudiant.
Ouais, exactement. Et là, je commence les cours, donc j'avais déjà fait quelques cours, donc ça me plaît. Et je commence en fait assez rapidement à avoir des coups de téléphone pour passer les castings. Parce que mon profil intéresse. Je passe des castings sans être pris, parce que les castings de pub, on est souvent beaucoup et ils en prennent un, donc c'est un peu la jungle. Mais j'ai ce gros avantage, c'est qu'on m'appelle souvent pour passer les castings. Donc là, ça me permet d'apprendre ce que c'est que de faire un casting devant une caméra. Et puis en même temps, je prends mes cours. Et ce qui m'aide aussi à constituer un dossier je cherche une activité pendant les 3 mois où je suis pas en activité. Attends, là je t'ai perdu. C'est quoi les 3 mois où t'es pas en activité? Tu sais, c'est ce que je disais, c'est quand t'as pas la rupture conventionnelle, après 3 mois d'inactivité, tu peux refaire une demande à Pôle emploi pour retoucher tes droits. Oui, ok, pardon. Oui. En fait, tous les castings que je fais là, ça me permet de constituer un dossier qui me dit genre voilà, regardez, Pôle emploi, je suis en train de chercher du boulot quoi. Je cherche, je suis en activité quoi. Ok. Donc ça c'est plutôt bien concordé. Je fais mes cours et en fait là j'ai aucun plan. J'ai aucun plan. Je dis juste j'ai 1 an de cours et je kiffe quoi. Je prends des cours, je fais des répètes, je lis des pièces, je vais au théâtre. Enfin je m'imbibe quoi. Moi il faut préciser que j'avais aucun contact dans le milieu. Enfin j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis proches, j'ai pas de qui est dans ce milieu. J'y allais vraiment dans le noir sans connexion du tout quoi. Du coup, ça me pose 2 questions, ce que tu dis là. T'as eu besoin de te faire une culture, un peu théâtre? Ah ouais, parce que je viens d'une culture scientifique, j'étais pas du tout littéraire dans l'enfance, je suis pas vraiment allé au théâtre quand j'étais petit. Vraiment, cette envie de faire du théâtre est un peu une anomalie. Je sais pas d'où elle sort, mais elle est là. Mes parents m'ont pas vraiment emmené au théâtre quand j'étais petit. Pourtant, j'avais une envie de faire du théâtre depuis tout petit. Ce qui me plaisait quand j'étais en thèse et même à l'université, c'était c'était tout ce qui était présentation, donc présenter en public. Quand j'étais consultant, ce qui me plaisait, c'était les rendez-vous aux clients, donc c'était présentation publique. Enfin, voilà. Mais j'avais aucun contact dans le milieu, et donc du coup, je savais pas vraiment. En fait, je nageais un peu à vue. Quoi. Quand tu fais des cours comme ça en école de théâtre, tu te spécialises déjà un peu entre théâtre, cinéma, pub, télé, radio, ou c'est généraliste? Non, la formation elle est plutôt théâtre, mais elle te prépare aussi pour autre chose, mais fondamentalement elle est pour le théâtre. Après la télé, c'est les castings de pub que je passais, donc c'est comme ça que je regardais un peu comment ça se fonctionnait, mais non, j'avais vraiment aucun desiderata particulier. Ce qui me plaisait, c'est plutôt la scène, donc plutôt le théâtre versus la télé. Mais je dis non à rien, quoi. J'étais proche, là, j'étais vraiment dans une période, et je le suis toujours d'ailleurs, à prendre un maximum autour de moi, quoi. D'accord, ouais. Quand t'es en cours, comment tu construis ton parcours, justement? J'ai pas vraiment de stratégie. Je me dis juste, je m'investis à fond, c'est-à-dire que je vais tous les jours à mes cours, je lis à fond, j'apprends mes textes, j'essaie de rencontrer un maximum de gens. Sachant que c'est des cours que je paye, donc tu vois, ça m'investit d'autant plus dans le fait que c'est mon argent et j'ai pas de chômage, et donc ça me responsabilise sur ce choix-là, quoi. Et en fait, les choses se font assez rapidement. C'est là où je suis hyper surpris, c'est que quand on rentre, je sais pas si c'est vrai pour tous les gens qui font un choix de changement de carrière, mais j'ai l'impression que quand on change, du coup, on rencontre d'autres gens, et là, on se crée son propre réseau. Et en fait, mon histoire, elle est aussi simple que ça, c'est que je rentre dans ces cours, et hop, on rencontre des gens, et on travaille une scène avec quelqu'un qui dit ah mais j'aime bien bosser avec toi parce que t'es sérieux, parce qu'on voit que tu mets de l'énergie, machin et tout. Et en fait, ça s'est construit comme ça, c'est que j'ai travaillé des scènes avec des copains qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, et des copains me disent ah bah tiens, on est en train de monter une pièce avec d'autres gens, machin, et hop, on rencontre d'autres gens par cette pièce-là qu'on connaît pas, qui font un autre cours, un machin, un truc. Et c'est comme ça que je suis rentré dans ce métier-là, c'est que j'ai rencontré des gens sur une pièce qui s'est pas faite, et puis un jour on m'a appelé en me disant genre on a un des comédiens de notre troupe qui est parti, une troupe qui marchait très bien, on cherche un autre comédien, est-ce que ça t'intéresserait? Et moi j'ai dit genre ouais, ça fait à peine 6 mois que j'ai pris des cours. Je me dis bah grave, pour faire Avignon, pour partir en tournée et tout. Je dis bah ouais, carrément. Et en fait c'est vrai que c'est la troupe dans laquelle je suis aujourd'hui, qui s'appelle Les Mauvais Élèves, qui est mis en scène par Shirley Dino, et je suis rentré comme ça. Et en fait c'est de contact en contact, de copains qui m'a dit genre viens, il y a cette pièce là, et puis en fait je rencontre d'autres comédiens qui disent ah lui il est sympa, il bosse bien, il correspond bien, et paf paf paf. Voilà. Ça me fait penser à ce que tu me disais tout à l'heure en off. Ça, en fait, t'aurais pas pu le faire si t'étais à temps partiel dans ton cours. Ouais, exactement.
Ouais, ça c'est un autre point. Un des conseils qu'on m'avait donné avant que je rentre, c'est on m'avait dit, un de mes anciens profs des cours du soir que je prenais, il m'avait dit le seul conseil que je te donnerais, c'est si tu te lances, lance-toi à fond. Parce que je me disais, est-ce que je prends un temps partiel, est-ce que je bosse à côté pour avoir un complément de revenu. Et en fait, je crois que ça a été le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de le faire à fond. Et donc c'est pour ça que avant de partir, je me suis dit je vais mettre de côté pour avoir safe en sécurité pendant un an quoi. Et ça je pense que j'aurais pas pu le faire j'aurais pas pu rencontrer tous ces gens-là si j'avais fait ça à temps partiel parce que le fait de répéter, c'est bizarre, c'est que ça marche assez naturellement, c'est que les gens autour de toi, quand on voit que les gens sont sérieux, on a envie de bosser avec ces gens-là. Et c'est vrai aussi dans le théâtre. Même des gens qui sont plutôt jeunes, un gars qui veut monter une troupe, il se dit, lui, je sais qu'il bosse bien, lui, il est sérieux, il sera à l'heure au répète, et on s'entoure de gens qui sont sérieux quand on veut monter un projet. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai rencontré assez rapidement la troupe dans laquelle je suis. Enfin, sérieux et disponible, quoi. Sérieux et disponible, ouais. Complètement. Donc, Antoine, ce que tu me dis, c'est que là, t'as 6 mois de cours dans les pattes. Et on t'appelle en te disant il nous manque quelqu'un pour notre troupe. On a entendu parler de toi, on aime bien ta façon de bosser. Et est-ce que tu peux venir quoi? Ouais. Et là, je passe une audition pour entrer dans une troupe devant Shirley et Dino et je suis pris. Et là, s'annonce une période de répétition. Et ouais, là, je signe des contrats. C'est mes premiers contrats de comédien, quoi, d'acteur avec des répètes. Et puis on commence à jouer des dates en province, puis Avignon, puis Paris. Puis voilà, la chose est partie sans que j'ai le contrôle de quoi que ce soit, quoi. Du coup, tu sèches les cours pour honorer tes contrats? Ouais, à la fin de la première année, donc ça faisait même pas 6 mois, je commence à être en répétition de façon intensive, on part en résidence, parce que quand on crée un spectacle, souvent on part en résidence. Et là, je peux plus être au cours et notamment préparer le spectacle de fin d'année du cours. Mais bon, mes professeurs me disent c'est génial, vas-y, fonce, bien sûr que t'y vas, quoi. Ça ressemble à quoi un contrat? Ton premier contrat Mon premier contrat, c'est un contrat de représentation, c'est un cachet. Alors, on pourra revenir sur le statut d'intermittent, c'est une autre étape importante. C'est un cachet, c'est 12 heures où on est payé. Alors ça dépend des productions, enfin ça dépend des cachets, mais le minimum, je crois, d'un cachet, ça doit être 80 €. Ça peut aller jusqu'à milliers d'euros pour un cachet de 12 heures. Et les 12 heures sont importantes parce que c'est ce qui permet d'après de cumuler des heures pour son intermittence. Et donc, le premier cachet, ça doit être 150 €. D'accord, oui. Attends, et si on refait le film, entre le jour où t'as commencé un peu discrètement tes cours de théâtre, en sachant que c'est un truc qui te plaisait, et ton premier cachet, t'as eu combien d'années à peu près entre les deux? Ah, c'est long, hein. Si je suis vraiment honnête, moi, l'envie de faire du théâtre et d'être sur les planches, c'est depuis que j'ai 18 ans. Moi, je me souviens d'avoir une conversation avec mon père à l'époque, à la sortie du bac. Non, j'étais en première année de prépa. Et à me dire, genre, j'arrête tout, je me lance dans le théâtre. Et là, conversation de père-fils à dire, ouais, mais ce serait bien que tu continues, t'es doué dans ce que tu fais, mais on verra après. Et c'était un bon conseil parce que je regrette pas du tout d'avoir fait des études et puis d'avoir fait les métiers que j'ai fait, mais entre le moment où j'ai le commencement d'une envie de faire du théâtre et le premier cachet, il s'est passé 12 ans, je sais pas. Ouais, et entre ta première action en vue de devenir acteur et ton premier cachet, il y a eu combien de temps? 1 an. 1 an, ok. Le jour où j'ai posé ma dème, c'était un 1er juin 2013, je crois. Et puis, ouais, j'ai signé mon premier cachet en juin 2014. Et là, pour le coup, c'est allé très, très, très vite. Là, j'ai eu une chance inouïe parce que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Mais moi, j'y crois pas trop, là. C'est pas normal, quoi. Donc là, tu signes ton premier cachet, premier contrat, tu pars au Festival d'Avignon. Et après, là, il y a une étape importante, c'est que, du coup, j'ai mes premiers cachets, ce qui me permet de cumuler des heures pour mon intermittence. Tu peux nous parler un peu de ça? Pour venir à ce que je disais, c'est que j'ai eu la chance donc du coup d'avoir mon chômage de façon rétroactive, mon chômage de l'époque où j'étais consultant, et j'avais 1 an de chômage en gros. Et donc j'ai mes premiers cachets et il faut, pour devenir intermittence, qui est en fait l'intermittence, c'est la caisse chômage des gens du spectacle. Et il faut cumuler 507 heures pour pouvoir y avoir accès. Et donc du coup, là j'ai mon premier cachet et là je commence à jouer à Avignon, à avoir mes dates de tournée, à jouer à Paris. Et donc là je cumule des cachets, donc je cumule des heures qui me permet d'avoir 507 heures. Et là la beauté du moment, c'est que je finis mon régime général, mon chômage du temps où j'étais consultant, au moment où j'ai mes 507 heures. Donc il y a une sorte de transition où j'ai pas de temps de battement. La chose se fait dans la suite. Je dois dire j'ai le cul bordé de nouilles, pardon, excuse my French. Et donc, arrivé mes 507 heures, boum, j'ai mon intermittence. Et là,
l'intermittence, je dois dire qu'on vit dans un pays qui est une exception européenne, voire mondiale, c'est qui permet aux artistes de vivre en dehors des projets. Parce que un cachet, ce que je dis, c'est 120 € le cachet. Si on joue quelques dates dans le mois, on peut avoir 400, 500 €, quoi. Mais c'est pas assez pour vivre. Et l'intermittence permet de combler le reste. Justement, tu fais une bonne transition, j'allais te demander. Ouais. Je pense que dans ton métier, c'est comme Vincent qui a fait le premier épisode, qui a fait de l'éco-pâturage. Je pense que personne ne connaît ça. Ouais. La vie de comédien, on l'imagine, on la fantasme un peu parfois, je pense, on l'idéalise. En vrai, ça ressemble à quoi ta vie? Quand on est un comédien en France, à quoi ressemble le job et la vie de tous les jours? Alors, c'est un changement radical avec mon ancienne vie, c'est-à-dire qu'on n'a pas des horaires de bureau de 9h à 20h, 19h, enfin je sais pas, ça dépend les horaires de bureau des gens. Quand on devient comédien, il faut oublier ce paradigme, on change complètement. L'emploi du temps est plus du tout le même, le gros chamboulement il est là, je dirais. Il y a des moments où on va pas compter nos heures, ça va être des heures qui vont pas être payées parce que c'est des répétitions. Même on s'en rend pas compte, c'est-à-dire que même quand on n'est plus à bosser, on y pense. Puis après, on va avoir des périodes où on joue, et là aussi c'est très intense. Même si on joue que 2 heures dans la journée, mais la journée, elle est quand même obnubilée avec cette échéance qui est à la fin de journée, je joue. Et puis après, il y a les temps de répétition. Donc, c'est très éclectique, en fait, le planning. Aucune semaine se ressemble. Et puis, ça va dépendre de l'activité qu'on a. Quand tu vas jouer un soir, 2 heures, un samedi soir ou un dimanche, il y a quoi derrière? Ça commence dès le matin. C'est très particulier. Les gens disent, ah, mais attends, ça va. Je faisais partie des gens qui disaient ça aussi avant. Ils disent, ah, ça va, tu joues 2 heures dans la journée, c'est pas crevant. Mais non, ça commence, on se lève le matin, on sait qu'on joue le soir. Et donc ça prend une énergie intellectuelle et c'est éreintant en fait. On n'est pas dans une activité de bureau comme je faisais avant à faire des slides de 8h à 20h, mais là on est dans un truc, il faut se préparer, puis on arrive longtemps au théâtre, on s'échauffe, puis toute la journée on pense. Puis il y a des situations aussi où je joue le soir et la journée je répète une autre pièce pour un projet qui est dans X mois. C'est ce que je voulais te demander justement, quand t'es crevé, comment ça se vit quand t'as une représentation le soir et le matin t'es un peu déprimé ou t'es pas au top, quoi. Tu sais, les journées. C'est la beauté de ce métier, c'est que souvent les jours on se dit oh là là j'ai pas envie d'y aller, ou comment je vais regarder la même motivation tous les soirs quand on joue 2 mois ou 3 mois tous les soirs à Paris. En fait c'est bizarre, on la trouve, elle vient, elle peut venir 2 heures avant, elle peut venir 1 minute avant, et puis tout d'un coup on dit putain en fait c'est génial, c'est un truc de fou ce que je fais, et là la motivation revient. Mais il y a des moments où on n'est pas bien, il y a des moments où on est malade, on est obligé d'aller jouer. Et on peut pas poser de RTT, hein. Enfin, on peut pas poser de jour off quand on joue tous les soirs. C'est pas possible. C'est ultra exigeant, en fait. Et puis, les jours où c'est dur, où les répétitions, ça se passe pas comme on veut, et où on est en résidence, on est loin de chez soi parce qu'on part 2 semaines à la campagne répéter de façon intensive, et on se dit, oh là là, c'est dur, j'arrive pas, Moi, je me rappelle toujours de ce que c'était mon quotidien d'avant, quoi. Ce que c'était de prendre mon métro, ce que c'était de faire des slides sur un ordinateur, et là, ça passe, quoi. Est-ce qu'il y a une différence entre l'idée que tu te faisais du métier de comédien et ton quotidien aujourd'hui? Non, parce que j'avais pas d'idée préconçue. D'accord. Donc c'est peut-être un plus, c'est que je savais pas ce que ça allait être. Comme j'avais aucune connexion dans le milieu, je savais pas ce que c'était que le quotidien de ce métier. Donc je le découvre encore aujourd'hui et j'adore. Enfin, moi, ça me convient parfaitement. Après, ça a des désagréments, mais ouais, c'est un truc de fou. Et même quand c'est dur, parce que bien sûr que c'est dur, il y a des jours où on n'a pas envie d'y aller, il y a des jours où on se sent mal, il y a des jours où on se dit putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Je pense, j'ai pas d'enfants, mais je pense que c'est comme avoir des enfants. C'est dur d'avoir des enfants, il faut se lever tôt, on est réveillé, il faut s'en occuper 24/24. On se dit oh là là, ça va être dur, et puis il y a un sourire, une intention, une discussion avec son enfant. Enfin, je dis ça, j'ai pas d'enfant, hein. Mais je pense que ça fait oublier tous les désagréments qu'il y a à côté. Le théâtre, la scène, c'est un peu ça. Comme un sportif qui s'entraîne 6 mois durant et il vomit à chaque fin d'entraînement, et puis quand il fait la course et il gagne, il se dit bah, ça valait le coup. Bah, il y a un peu de ça, je crois. C'est quoi l'aspect un peu moins fun du boulot? Et évidemment aussi, c'est quoi l'aspect vraiment fun selon toi? Qu'est-ce qui te plaît vraiment? L'aspect moins fun, on va commencer par ça. Indéniablement, c'est l'emploi du temps. C'est très compliqué parce que c'est pas stable, quoi. Ma compagne, elle a un boulot dans un bureau, donc elle a ses journées de 8h à 20h, et donc du coup, on n'est pas du tout sur le même rythme. Pour les vacances, l'organisation, c'est compliqué parce que moi, c'est difficile de dire en avance, je vais prendre des vacances parce que si j'ai un projet qui tombe, voilà, ou j'ai des répétitions. Enfin, la gestion de l'emploi du temps, c'est ce qui est le plus douloureux à mes yeux. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on n'en a pas reparlé là,
agenda, mais j'ai demandé à Antoine de me montrer un truc qu'il voulait me partager un peu de sa vie d'aujourd'hui. Et le truc que tu vas montrer, c'est ton planning, ton agenda. Ouais. En me disant, regarde le bordel que c'est. Ouais, et puis c'est le bordel. Et puis en fait, même quand on commence un peu à jouer, je dis pas que je joue beaucoup, mais qu'on nous propose un truc de... En fait, quand on commence aussi, ce qui est génial, c'est qu'on rencontre d'autres troupes et c'est un peu l'effet boule de neige, quoi. Donc des gens pensent à vous pour d'autres projets et la grosse complexité, c'est de dire non, quoi. Alors que moi, je suis encore en dire, j'ai envie de dire oui à tout. Et là, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas grand chose. Là, j'arrive, j'ai fait une tournée là qui c'est de octobre, début octobre, et là de octobre jusqu'à là décembre, c'est très très calme. Et je pouvais pas le prévoir, quoi. Ah ouais. C'est très très compliqué. Donc là, on pourrait dire genre c'est à ce moment-là que je devrais caler des vacances ou je devrais dire aux gens ah bah là je suis libre. Mais là, bien sûr, c'est à ce moment-là où on nous appelle pas. Et puis quand on commence à bosser, c'est là où on vous dit attends, j'ai un projet pour toi, ça pourrait t'intéresser. Et là on dit bah non, je peux pas parce que je suis en répétition, parce que je joue. Donc ouais, l'emploi du temps, c'est définitivement le truc le moins fun. Est-ce qu'on pourrait un peu faire un parallèle entre les fois où on cherche du boulot et où on n'a pas encore signé un contrat, on est un peu en galère et on n'ose pas partir en vacances, on s'interdit de vivre. Est-ce que c'est comparable à ça ou c'est un peu différent? Oui, il y a peut-être un élément de comparaison, mais la grosse différence, c'est que quand on recherche un emploi, on est entre deux emplois, il y a quand même cette épée Damoclès de dire genre, il y a la culpabilité de pas avoir un emploi. Je sais pas comment le dire. Ou la recherche de dire genre, il faut absolument que je retrouve plus rapidement un emploi. Enfin, je la comprends, cette culpabilité. Alors que dans mon cas, là, par exemple, la période de creux que j'ai en ce moment, elle est que temporaire parce que je sais que dans 2 semaines, je reprends des répétitions. C'est inhérent au boulot, en fait. Ouais, exactement. Et je pense qu'il faut l'accepter. C'est un rythme qui est complètement différent, qui est pas du tout de celui de la majorité des gens et pas celui de sa compagne ou de sa famille. Les planifications des vacances, c'est impossible. Je suis pas sur des rythmes mois d'août, mois de juillet. Déjà, le mois de juillet, je bosse. Mois d'août aussi. Et donc ça, il faut l'accepter. Et plus difficile, c'est de le faire accepter à ses proches. Bon, et alors, c'est quoi l'aspect qui te nourrit le plus? Ouais, bah l'aspect qui me nourrit le plus, c'est que j'ai l'impression de pas bosser, quoi. C'est à Paris cliché. Ton premier intervenant disait la même chose, mais moi j'ai l'impression de jouer. Puis je rencontre plein de gens. J'ai la chance de tourner un peu partout en France, donc c'est des expériences de dingue. Il y a vraiment un esprit créatif, moi qui me remplit énormément, quoi. Et que je soupçonnais pas au début. On pense que acteur, c'est réciter un texte, mais il y a plein de trucs dans la création d'un personnage, même de la mise en scène. Quand on est dans une troupe, créer un spectacle, c'est une petite entreprise aussi. C'est comment on peut changer quelques trucs pour qu'on ait plus de public. Enfin, faire des affiches. Enfin, il y a ce côté créatif qui me nourrit énormément. Ouais. Et puis la jouissance de jouer, quoi. C'est une vraie jouissance là pour le coup. Il y a 3 questions un peu tricky qui me taquinent un peu. La première, c'est pour ceux qui connaissent Antoine, vous savez qu'il a une tête d'acteur. La question, c'est ce que je te demandais tout à l'heure un peu en coulisses. Est-ce que tu penses que Monsieur Dupont, avec une tête un peu plus normale, peut faire son trou et surtout sans aucun réseau? Ouais. Moi, je crois pas à ce truc de la gueule. Il y en a pour tous les goûts et il y en a pour tout le monde. Franchement, il y a un nombre incalculable de gens qui veulent monter des trucs et ils cherchent des gens normaux. Le côté gueule, je pense que ça se cantonne à la publicité. Ouais, effectivement, quand on s'inscrit dans des agences de pub, les gens cherchent des gueules parce qu'ils ont besoin tout d'un coup. Moi, je suis roux, par exemple. Ils recherchent des roux et ben voilà, je tombe dans la catégorie, donc c'est bien, quoi. Donc là, oui, sur ce domaine-là, mais non, ça j'y crois pas. Et je pense que tout le monde peut le faire. En plus, c'est ça qui est dingue. Avec ce métier, je crois pas au don. Moi, je me sens pas vraiment. En plus, je me trouve assez nul, hein, pour être tout à fait honnête. Mais je pense que tout le monde peut le faire. En plus, c'est ça qui est dingue. La deuxième question, c'est aussi dans les gens qui nous écoutent. Évidemment que la question des sous, elle compte. Toi, t'as fait les choses un peu de façon un peu hardcore, en partant sans chômage, enfin un peu le couteau entre les dents. Aujourd'hui, maintenant que tu bosses, maintenant que tu es lancé, on a bien compris la complexité du planning et l'irrégularité des offres. Mais est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui sans être une star internationale? Est-ce qu'on peut plus que survivre, tu vois, vivre de ce job? Clairement, mais ça tient à une seule chose, c'est l'intermittence. Donc, faut croiser les doigts pour que ça reste. Et ça, c'est vraiment une des beautés du système français. Je sais que c'est souvent ce truc-là, pour pas faire de la politique, mais sur le truc qu'on tape souvent en disant ça coûte de l'argent, mais en fait, ça coûte pas d'argent puisque c'est une caisse qui est subventionnée uniquement par les artistes. Et moi, je l'ai découvert ça, en fait. J'étais le premier à dire, attends, c'est quoi ces saltimbanques qui vivent sur le dos du contribuable, alors qu'en fait, c'est faux, c'est un mensonge. Et c'est ce qui permet de vivre, c'est ça, quoi. Donc, moi, je suis un fervent défenseur de ce truc-là. Après, pour rentrer vraiment dans le détail, je gagnais quasiment 3 000 euros, un peu moins de 3 000 euros. Aujourd'hui, pareil, ça fluctue selon l'activité. Mais en gros, quand je travaille pas, là, par exemple, un mois où je vais pas beaucoup travailler, là, je vais
vais gagner 1500 euros. Et quand je travaille bien, je gagne 1800 euros, quoi. Donc j'ai divisé par deux ce que je gagnais, mais de toute façon, je dépensais pas énormément avant. J'ai pas du tout l'impression de me restreindre. C'est un truc de fou. J'ai même l'impression de faire plus de choses. Je sors plus au théâtre, je vais plus voir des trucs. Tu vois, c'est un budget que j'avais pas avant. J'avais pas le temps. Et là, j'ai moins d'argent, j'ai l'impression de plus faire de trucs. J'ai pas l'impression de partir moins en vacances. C'est compliqué l'organisation des vacances, comme je le disais. Mais non, je vis mieux, mais j'ai l'impression même financièrement. C'est bizarre, alors que je gagne 2 fois moins. Mais j'ai plus de temps pour dépenser mon argent, peut-être. Je sais pas. Après, j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai l'intermittence. Moi, j'ai plein de copains qui n'ont pas eu l'intermittence et qui sont obligés de travailler à côté. Donc, j'ai cette chance-là d'avoir l'intermittence. Sinon, je pourrais pas vivre, clairement. Sans l'intermittence, avec juste des cachets, je pourrais pas vivre aujourd'hui. Merci d'être allé dans le détail parce que je pense que c'est toujours un peu les mêmes questions. Il y a évidemment le fait de trouver son orientation, trouver sa voie évidemment, mais il y a aussi tout le blocage et 90% du blocage, c'est quand même un peu la peur de pas survivre. Et je le comprends parce que surtout, d'autant plus dans ce métier-là, c'est très compliqué d'avoir une stabilité. Stabilité dans l'emploi du temps et stabilité dans le salaire. Et c'est ce qui définit le confort, c'est quand même ça, quoi. Stabilité du temps et stabilité financière. Et ce métier, ces deux points-là sont vraiment pas certaines, quoi. Et donc, moi, je l'entends et moi je fais partie des lucky ones, quoi, mais je sais que il y a beaucoup de gens qui sont obligés de bosser à côté, quoi. Si c'était à refaire aujourd'hui, comment tu ferais les choses? Quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui veut te suivre? Et aussi, est-ce que tu referais ça? Ouais, sans hésiter. Ouais, si je devais à refaire, je le referais sans hésiter. En plus, je vois pas comment je le ferais différemment. Enfin, j'ai une chance inouïe, quoi. Ça arrivait très très vite. Ce serait mentir que de dire j'avais tout prévu. Moi, j'étais plutôt parti pour j'essaye. Je coche une case pour dire genre je l'ai fait, je l'ai tenté, mais je m'étais pas du tout dit que ça j'en vivrais, quoi. Mais vraiment pas, hein. Je m'étais pas mis d'objectif et donc là moi c'est que du bonus là depuis le début. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait te suivre et qui voudrait vivre ça aussi? Ça va paraître stupide, mais il faut tenter le coup. Je pense qu'on a tous des désirs un peu cachés ou non assumés, mais c'est une chose de les sentir et puis de les mettre en application. Et je pense que c'est la même chose quand on veut se lancer dans la ferme. C'est tellement exigeant que ça pardonne pas, quoi. Mais la seule façon de savoir si on est fait pour ça, c'est de se lancer, quoi. C'est de sauter. Et lorsqu'on se dit, il y a qu'en sautant que je vais le savoir, et quand on a ça dans l'esprit, ça rend le saut plus facile. Et je rappelle que moi, je suis vraiment pas d'une nature, tu vois, qui prend des risques, quoi. Donc, je me suis vraiment dit à un moment donné, il y a qu'un moyen de le savoir, c'est tenter le truc. C'est assez extrême ce que tu dis. En gros, faut pas forcément passer sa vie sur des tutos YouTube, des blogs, des forums de gens qui t'expliquent. Ouais, il faut se lancer. Mais ça peut commencer petit, hein. Ça peut commencer dans mon cas, faire des petits cours le soir, ou demander à des gens quand on fait une présentation, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, d'avoir un retour peut-être un peu public. Ça peut commencer comme ça, et puis après augmenter. Il y a le frère d'un de mes très bons copains. Il nous avait dit un truc quand on avait 17 ans et qui m'a marqué. On se doit d'essayer. C'est une obligation. Et je crois que c'est vrai. Il faut se le dire, ça. On peut pas finir sa vie en se disant genre, ah merde, je l'ai pas fait. Et même si ça marche pas, même si on se dit genre, on se fout de ta gueule ou on se dit, oh, t'as merdé, on faut le faire. Et un truc que j'ai pas dit au début, que le premier intervenant avait dit et qui est très très vrai. Le premier frein, c'est nous, hein. C'est incroyable. Moi, quand j'ai pris la décision de le faire et que je l'ai dit, je me suis rendu compte qu'en fait, le seul frein, c'était moi. Tout mon entourage, même les gens qui ont bossé avec moi, mes managers ont dit genre, c'est génial, vas-y, fonce. On se met intellectuellement, on se met une barrière en disant, on se met tout un tas de raisons, alors qu'en fait, c'est à nous de péter ces raisons et de sauter. Et après, ça marche pas, c'est pas grave, quoi. La question de la fin, on va essayer d'introduire dans ce podcast un nouveau concept. Au lieu de te demander ton bouquin préféré ou un truc comme ça, je vais te demander de lancer un défi à ceux qui veulent faire comme toi. Un seul. C'est dans la même veine que ce que je disais juste avant. Moi, le défi que je donnerais à une personne qui veut se lancer, c'est prendre sur ses journées de congé. Donc, au lieu de partir, je pars en région ou même partir loin, c'est de prendre sur ses jours de congé de sa propre paye et de s'inscrire à un stage, cours de théâtre et de le prendre vraiment sérieusement. Mais il faut que ça vienne de soi, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit son argent. Prendre 2 semaines, 1 semaine d'un truc hyper intensif où on fait 8 heures par jour de théâtre. Et là, déjà, ça donne une bonne mesure de son goût et de sa motivation. Merci Antoine. S'il y a encore des gens qui nous écoutent à cette heure-ci, ils doivent te remercier aussi. Ouais.
Bah, super, j'espère que ça n'a pas été trop confus. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre 42 minutes, merci beaucoup. Pour ceux qui veulent s'abonner, c'est sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres plateformes. On va se retrouver dans 3 semaines à peu près avec un hors-série, un invité spécial dont je vous en dis pas plus pour l'instant. Et d'ici là, moi je vous confie une mission, c'est de parler de ce podcast à votre entourage, en tout cas à ceux qui cherchent leur voix, et de leur parler du groupe Facebook 42 minutes pour trouver sa voix. Et vous de votre côté, vous pouvez me laisser un commentaire, un avis, une idée, et j'essaierai d'y répondre. Et surtout en attendant, éclatez-vous dans vos boulots.